Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu ce soir, constat et projections sur la santé économique de l'Afrique. Nous traiterons des principales conclusions du rapport annuel sur l'économie du continent publié par le Policy Center for the New South. Plusieurs chercheurs ont participé à son élaboration sous la supervision du senior fellow Larbi Jaidi. Il sera donc question avec lui de récession, d'emploi, de sécurité alimentaire, mais surtout de relance sur fond de coopération régionale et internationale. Et sans visibilité sur la disponibilité du vaccin pour le continent, comment peut-on envisager l'après-Covid-19 ? Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité, je vous laisse avec ce papier de Ala Benani qui revient sur les principales conclusions du rapport annuel sur l'économie de l'Afrique 2020. Comment l'économie africaine s'est-elle portée en 2020 ? Comment évoluent les communautés économiques régionales ? Et où en est l'AZLECAF aujourd'hui ? Ce sont les trois questions dont traite la deuxième édition du rapport annuel du Policy Center for the New South sur l'économie de l'Afrique en 2020. Ce dernier révèle que la crise sanitaire a fortement impacté l'Afrique, son économie, son système de santé fragile, sa sécurité alimentaire et son marché de travail. La deuxième partie du rapport s'est penchée sur les communautés économiques régionales de l'Afrique, principalement l'UMA, Union du Maghreb arabe, et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Concernant l'UMA et ses 100 millions d'habitants et son PIB estimé à 385 milliards de dollars, cette communauté ne devrait pas attendre un éveil des consciences, mais plutôt trouver la solution à travers un Maghreb de projets. Une solution moins ambitieuse que celle portée par les anciennes générations, mais plus pragmatique aujourd'hui. Enfin, le rapport traite du sort de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, lancée le 1er janvier 2021. Tous les espoirs reposeraient sur cette zone, selon les auteurs du rapport. La ZLECAF représente actuellement un PIB total de 2500 milliards de dollars. Elle devrait normalement accentuer la présence des entreprises marocaines dans certains secteurs économiques. Elle devrait aussi favoriser le projet du gazoduc devant relier le Maroc et le Nigeria, ainsi que la route Tanger-Lagos. Globalement, et selon les dernières estimations de la Banque mondiale, la croissance en Afrique subsaharienne s'est contractée de 3,7% en 2020 et devrait se redresser de 2,7% en 2021. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Larbi Jaidi, économiste et senior fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir Larbi Jaidi. Bonsoir. Merci de m'avoir accueilli dans votre émission. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Alors, vous avez participé, n'est-ce pas, à l'élaboration de ce rapport. Nous venons de l'entendre, il y a bien sûr ces répercussions sur les économies africaines. La croissance africaine, selon en tout cas les prévisions de la Banque mondiale, ne devrait pas résorber complètement la récession de 2020. Alors, outre la croissance, il y a bien sûr l'emploi. On le sait, le fait que l'Afrique est un continent jeune, est-ce que cela, certes, a participé à ce que la pandémie ne le touche pas autant que d'autres continents, mais voilà, il y a l'emploi des jeunes qui risquent d'être menacés davantage si la croissance ne retrouve pas une vitesse, on va dire, aussi forte que celle de 2019, par exemple. Oui, tout à fait. Il est vrai qu'il y avait des prévisions très sombres sur l'évaluation de l'impact sanitaire du Covid-19, de la Covid-19 sur l'Afrique. Heureusement, ça a été démenti par la réalité des choses. Ont participé à cette évolution beaucoup de facteurs, comme vous le dites, la jeunesse de la population africaine, le climat aussi, la réaction des politiques publiques face à la pandémie et j'en passe. Mais l'impact sur les aspects économiques, sur les questions économiques et sur les questions sociales du continent est un impact extrêmement violent et très fort. Vous l'avez souligné, toutes les projections convergent vers une récession jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale ou depuis les indépendances africaines, autour de 3,5% du PIB par habitant.
il sera très très difficile de revenir à un taux de croissance normal. Comme vous le savez, les pays africains se particularisaient depuis quelques années par des taux de croissance relativement élevés par rapport à la moyenne mondiale et la moyenne des autres régions du monde. Pour recouvrer cette réalité, cette nouvelle tendance, il faut attendre encore 2 ou 3 ans et surtout des politiques publiques très actives de sortie de crise. Il y a évidemment l'impact sur l'emploi qui est extrêmement important, autour de 20 millions de pertes de postes de travail. C'est très difficile à mesurer parce que, comme vous le savez, l'emploi est un emploi informel. L'emploi, c'est évidemment, dans un continent où la jeunesse est très présente sur le marché du travail, où l'adéquation de la formation à l'emploi n'est pas, disons, au rendez-vous. Cela pose évidemment aussi une question de la survie de ces jeunes face à la violence de cette crise. Il y a quelques mesures d'accompagnement, de réinsertion à travers des politiques actives de l'emploi, mais qui sont très très limitées dans la mesure où ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire les jeunes qui sont sans emploi et sans formation, représentent cette masse fondamentale de la jeunesse à la recherche d'un avenir meilleur, mais qui ne dispose pas de capacité, de potentialité en termes d'éducation et de formation de capital humain. Donc il va falloir penser à cette bombe à retardement qui est extrêmement importante pour l'Afrique. Qu'en est-il des aspects positifs ? Y a-t-il des aspects positifs ? Dans chaque crise, on dit qu'il y a automatiquement opportunité. Est-ce que, professeur Jaïdi, est-ce qu'il y a des opportunités et puis des secteurs qui ont été épargnés, qui, voire même, ont profité, n'est-ce pas, de cette crise Covid-19 dans le continent ? Les opportunités fondamentales, c'est celles qui sont liées à l'économie de survie. Et l'économie de survie, c'est l'économie de la santé, c'est l'économie de l'alimentation essentiellement. Et puisque vous parlez, professeur Jaïdi, d'alimentation, il y a cette question de sécurité alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise Covid-19, cette sécurité alimentaire en Afrique est davantage et plus menacée qu'avant cette crise sanitaire ? Vous le savez, l'Afrique vit un paradoxe sur cette question de l'alimentation de manière générale. Elle dispose d'un grand potentiel agricole, comme vous le savez, non seulement en termes de terres arables, en termes de ressources naturelles, en termes aussi hydriques pour l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique, c'est aussi un pays qui disons, rencontre extrêmement des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires de base pour l'ensemble de la population, notamment dans les régions sahéliennes, qui sont des régions extrêmement pauvres en termes de ressources naturelles. Et donc, par conséquent, la question alimentaire est une des questions vitales pour l'avenir de l'Afrique. Beaucoup de pays vivent des situations extrêmement dramatiques, notamment du fait du changement climatique sur l'offre et sur la production agricole vivrière. Et donc, par conséquent, c'est un secteur sur lequel l'Afrique a déjà réfléchi par des plans de développement sur des décennies, mais toute la question, c'est celle, évidemment, des réformes qui accompagnent les politiques agricoles, c'est celle, des moyens de financement, c'est celle de la révision, des politiques agricoles pour que ces politiques agricoles ne soient pas toujours orientées vers l'extérieur. Il y a évidemment le marché international qui peut être captif pour un certain nombre de produits agricoles de base essentiels, mais faire de la transformation interne et adapter cette offre agricole aux besoins alimentaires. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'Afrique, avec la présence d'une forte proportion d'états de malnutrition dans un certain nombre de pays et de populations, et en même temps la potentiel dont dispose l'Afrique, de revoir les politiques agricoles, pas tout simplement dans une perspective de sécurité alimentaire, mais dans une perspective de souveraineté alimentaire. Je fais la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est celle qui permet tout simplement de couvrir les besoins, que ce soit par une forme d'autosuffisance interne ou par une capacité d'acheter les ressources alimentaires nécessaires dans le marché international. La souveraineté, c'est celle de changer le mode alimentaire pour faire en sorte que ce mode alimentaire ne soit pas tout simplement la reproduction du mode occidental, qui soit basé sur ce qui est produit du terroir, ce qui est produit naturel, ce qui est régime alimentaire traditionnel de l'Afrique. Et il y a évidemment beaucoup de filières,
notamment enfin, dans ces secteurs qu'il s'agit enfin, de promouvoir avec cette nouvelle approche de politique agricole. Est-ce que, en parlant de cette nouvelle politique agricole, ou en tout cas les réformes qui devraient amener à cette nouvelle politique agricole, on parle de l'avenir de l'Afrique entre d'abord une interdépendance, et là ça nous amène à parler d'intégration régionale sur ce volet vital, comme vous le disiez si bien, qu'est l'agriculture, mais aussi sur d'autres volets, et aussi la dépendance des pays africains par rapport à cette manne-là et à d'autres justement. Cette tendance pourra-t-elle perdurer après cette disruption causée par cette crise sanitaire? Les activités qui sont dominantes dans l'ensemble des économies des pays africains sont des activités liées aux matières premières, qu'elles soient matières premières minérales, qu'elles soient matières premières agricoles. Et donc le positionnement de l'Afrique et de l'ensemble des pays africains dans le marché mondial, avec des situations très différentes, c'est vrai, est un positionnement dans les chaînes de valeur à faible rendement, à faible productivité. C'est-à-dire que l'Afrique ne bénéficie pas, ne profite pas de ses ressources pour renforcer mieux son positionnement dans cette chaîne de valeur mondiale. Donc, être un acteur de l'interdépendance de l'économie internationale. Et cette interdépendance ne peut être construite que dans l'intégration. Aujourd'hui, il est très difficile pour des pays, même des grands pays géants de l'Afrique, géants du point de vue de la population, géants du point de vue peut-être de la superficie, géants aussi du point de vue des ressources dont ils disposent. Je cite l'Éthiopie, je cite le Nigeria, je cite l'Afrique du Sud, je cite quelques pays de l'Afrique du Nord, dont le Maroc notamment, des difficultés à se mieux valoriser leurs ressources s'ils agissent tout simplement en solitaire, dans une logique de développement, essentiellement basé sur leur potentialité interne. Aujourd'hui, l'interdépendance se construit par la coopération, elle se construit par l'intégration. C'est ce qu'on voit en Amérique latine, c'est ce qu'on voit en Asie, c'est ce qu'on voit dans le monde. Et donc, un des enjeux auxquels sont confrontés les pays africains et le continent africain, c'est de créer cette interdépendance. Cette indépendance ne se crée pas de manière spontanée. Cette interdépendance se construit. Elle se construit par une vision, elle se construit par des projets, elle se construit par des politiques coordonnées. Des politiques à la fois d'harmonisation des tendances longues de la croissance et du développement, mais d'harmonisation aussi des politiques d'intervention et de régulation économique. Ça, c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir construire cette interdépendance sur la base de ressources internes. Ça ne veut pas dire que l'interdépendance va se faire dans un sens de repli. Non, c'est de l'interdépendance, c'est de pouvoir améliorer notre positionnement et être aussi un acteur de l'économie mondiale de l'après-Covid. Et l'après-Covid, et justement dans cette intégration régionale, en sachant que bien sûr l'ASLECAF est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, quel est d'un côté le rôle des États? Vous avez parlé d'intervention de l'État. Quel est le rôle de l'État, des États plutôt, qui ont adhéré à ce projet ambitieux qu'est l'ASLECAF? D'un côté le rôle des États, comme je le disais, mais aussi le rôle de leur secteur privé pour que cette machine de région économique continentale puisse voir le jour concrètement. Tout à fait. L'ASLECAF est un projet ambitieux, c'est un méga projet. C'est une zone de libre-échange qui va regrouper 54 pays africains. Ce qui suppose que la volonté de converger autour d'un mécanisme, d'un processus de libéralisation des échanges, mais au-delà de la libéralisation des échanges, de la construction d'économies intégrées par l'investissement commun, par l'harmonisation des politiques publiques et des politiques économiques, c'est un projet de long terme. C'est un projet qui ne peut être que progressif. Il faut s'engager. L'ASLECA était déjà lancé cette année, mais il faut rappeler que jusqu'à présent, à peine 33 pays ont paraphé cet accord. Donc il y a encore beaucoup d'hésitation de la part de nombreux pays africains sur l'engagement effectif et réel dans cette zone de libre-échange. Mais la zone de libre-échange n'est pas en soi tout simplement une zone qui
lève les barrières à droit de douane et favorise par conséquent le commerce interne au continent. C'est aussi un espace où se créent différentes opportunités d'investissement. Donc on ne peut pas créer de l'échange intra-africain si on ne crée pas une offre exportable africaine. C'est-à-dire si on ne diversifie pas nos économies, c'est-à-dire si on ne sort pas dans beaucoup de pays de la monoproduction, qu'elle soit même de ressources naturelles pétrolières ou de ressources minières ou de ressources agricoles. C'est aller vers une forme de diversification interne à chaque pays, mais en même temps, au-delà de la diversification, de la complémentarité et de la mise en cohérence. Et c'est ça l'enjeu, et c'est un enjeu de long terme, mais qui se construit progressivement. Donc un des enjeux, c'est pour les entreprises africaines, dans chacun des pays, premièrement, c'est de consolider leurs assises en termes productifs, en termes de modernisation, en termes de financement, etc. Aller vers des entreprises qui soient en mesure non seulement de mieux se positionner sur le marché interne, mais d'être en mesure d'exporter, et d'exporter de manière pérenne. Pas tout simplement la conquête de marché de manière opportune sur une occasion qui se présente à un moment donné, à une offre donnée exceptionnelle. Non. Être dans la logique véritablement de l'accès à ces marchés, à ce marché enfin africain très très large, qui, une fois que les barrières non tarifaires seront levées, une fois que les barrières à la réglementation des échanges seront assainies, donc par conséquent faire en sorte que ces entreprises. Mais je dirais que là aussi, il faut aller vers des jointes ventures. Il faut aller vers ce que j'appelle moi les investissements communs. Parce qu'il n'y a pas de création de richesse sans investissement. Et si nous voulons véritablement aller vers le rapprochement des économies africaines, pas le monde de l'entreprise, c'est aussi le rapprochement des entreprises entre elles. Ce rapprochement des entreprises entre elles nécessite évidemment beaucoup d'aspects de financement, de réglementation et d'accompagnement. Voilà, et je voudrais justement m'arrêter sur cela et sur ce rôle de l'État, et notamment en ce qui concerne les réformes à adopter après, ou en tout cas pour une relance économique efficiente en Afrique. Professeur Jaïdi, comment capitaliser sur l'expérience Covid-19, notamment en ce qui concerne cet État-providence, ou ce que l'on appelle l'État protecteur? Comment capitaliser sur cette expérience-là, du retour de cet État-providence, pour justement construire et mettre en place les bonnes réformes à même d'atteindre les objectifs que vous citiez il y a quelques instants? Vous mettez l'accent sur un aspect extrêmement important, c'est-à-dire que l'impact de la crise n'était pas uniquement un impact économique, c'est aussi, par ricochet, un impact social, à la fois sur la question de l'emploi, c'est ce qu'on avait vu, mais aussi sur la question de la vulnérabilité sociale. Commencer par la pauvreté et la marginalité et la précarité de franges la plus large des populations. Chacun des pays africains est confronté à ces situations où les enjeux de l'avenir sont des enjeux aussi d'inclusion sociale, permettent à toutes les populations de bénéficier des besoins essentiels, de l'accès aux services publics essentiels, éducation, santé, mais aussi de disposer d'un travail décent et en même temps de disposer d'un système de protection permettant de faire face non seulement au risque de la maladie, au risque des atteintes pandémiques demain, nouvelles, mais aussi au risque de perte d'emploi, aux risques sociaux, aux risques naturels liés au changement climatique. Donc nous allons vers un avenir où la question du risque est en train de changer pour prendre des dimensions multiformes. Et donc par conséquent, l'État doit mettre en place des politiques sociales adéquates, anticiper le risque pour permettre justement que la résilience économique soit accompagnée d'une résilience aussi sociale. Et il y a plusieurs questions que nous pose aujourd'hui le Covid, notamment celle des transferts monétaires, des aides de l'État aux populations vulnérables et aux populations marginalisées. Nous avons vu le cas du Maroc qui a été une réussite dans cette perspective, c'est-à-dire de permettre au moins à des franges de la population qui avaient perdu son emploi, et surtout dans l'emploi informel, ou qui ne bénéficiaient pas de sécurité sociale adéquate,
de disposer d'une aide monétaire de l'État. Donc il faut qu'on puisse réfléchir dans l'Afrique, au Maroc, pour consolider cet acquis dans l'avenir. Le consolider comment ? Le consolider par, premièrement, élargir la protection sociale. Si le Maroc, par exemple, a pris cette mesure pour les années à venir, étendre la sécurité sociale. Nous savons qu'en Afrique, le régime de la sécurité sociale ne couvre qu'en moyenne que 25 à moins de 25% de l'ensemble de la population. Parce que ce n'est pas une population de salariés, c'est une population de travailleurs de l'informel. Donc il faut imaginer des mécanismes de couverture médicale qui puissent véritablement aller vers un système de couverture santé universelle. Ajoutez à cela, revoir les mécanismes d'accompagnement de l'insertion dans l'activité de l'emploi pour les jeunes notamment, à travers des aides à l'entreprise et des aides qui soient contrôlées, qui soient suivies d'effectivité, pas des aides qui soient détournées de leur objectif. Parce que souvent des entreprises peuvent bénéficier des aides, libèrent une main-d'œuvre ancienne ou une main-d'œuvre non qualifiée pour les jeunes, parce qu'évidemment les jeunes disposent de ce soutien de l'État à travers ces mécanismes. Donc ça nous ouvre des perspectives extrêmement larges de refonte de nos politiques sociales, de mise en cohérence de nos politiques sociales en Afrique, et surtout de faire en sorte que demain, face aux risques, les populations les plus vulnérables soient protégées et les jeunes puissent disposer d'un capital humain, d'un renforcement de leur capacité pour leur permettre aussi de ne pas être dans l'assistance sociale, mais d'être dans l'initiative. Et notre jeunesse est une jeunesse africaine qui dispose de cet état d'esprit de l'initiative, qui ne repose pas tous nécessairement sur la volonté d'avoir un emploi dans la fonction publique, etc. Voilà. Il faut donc... Très bien. Moi, je voudrais vous poser une question peut-être assez simple et très relative à cela. Comment financer tout cela aujourd'hui ? Bien sûr, la plupart des pays africains ont des dettes conséquentes, contractées auprès d'institutions différentes, à l'international, bilatérales ou multilatérales. Comment financer tout cela ? Quels sont les outils de financement aujourd'hui qui sont à même de répondre à ces urgences entraînées par cette crise Covid-19 notamment ? Question cruciale. Si nous sommes dans une guerre, si nous sommes dans la recherche d'un nouveau monde de développement, il faut penser non seulement à la vision géopolitique, mais aux moyens de financement nécessaires. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui l'Afrique vit dans une situation financière extrêmement délicate. La dette, même si en dette moyenne n'est pas très importante, il y a des pays qui sont plus fragilisés que d'autres sur la question de la dette. L'aide publique internationale est en train d'être reformulée, repensée sur beaucoup d'aspects et ciblée essentiellement dans des domaines comme celui de la gestion de la migration, comme celui du changement climatique, comme celui de l'accompagnement, de la lutte contre le terrorisme. Et l'aide sociale doit être repensée aussi par rapport à des besoins nouveaux, des besoins sociaux, des besoins qui se sont manifestés dans l'après-Covid. On parlera de cela si vous voulez. Mais les pays africains sont très dépendants financièrement aussi de leurs ressources externes, des réserves en devises, à travers l'exportation de biens et de ressources pétrolières. Donc comment faire en sorte, pour faire face à ces besoins nouveaux, de financement à la fois de l'économie et surtout du financement des besoins sociaux ? Il faut penser à toute une nouvelle réflexion sur comment mobiliser les ressources financières endogènes à l'Afrique. La base financière et fiscale en Afrique est très très limitée, très restreinte. Vous allez me dire parce que les revenus sont limités. Oui, absolument. Mais il y a une certaine iniquité dans la mobilisation des ressources. Il y a des gisements de ressources fiscales qui sont importantes. Ça, c'est la première des choses. Il y a deuxième chose, tout le patrimoine de ressources financières découlant des exportations qui est mal géré par l'État, qui est géré par un clientélisme, qui est géré au profit peut-être d'une certaine élite, mais qu'il n'y a pas de transparence dans l'usage que l'on fait de la ressource publique venant du transfert de patrimoine de ressources, des ventes évidemment, des produits manufacturés ou des ressources pétrolières. Donc il y a aussi cette transparence des ressources, de l'usage des ressources du budget de l'État, des budgets des États. Troisième chose, il faut réfléchir évidemment à une forme de contribution citoyenne, mais la contribution citoyenne ne peut être
mobiliser dans une large étendue que si les citoyens sentent qu'il y a des services publics en contrepartie qui répondent à ses besoins. Mais si le citoyen participe à un prélèvement fiscal, mais sans que, évidemment, l'État utilise ou gaspille les ressources ou les utilise de manière au profit beaucoup plus d'une certaine élite et de la reproduction des inégalités, évidemment, il y a une fuite devant l'impôt et devant la responsabilité face à l'impôt. Et l'engagement devant l'impôt. Donc nos bases fiscales, nos ressources fiscales, la réforme fiscale, la contribution citoyenne, la mobilisation des ressources publiques de l'État à travers le budget de manière transparente et efficace, et un droit citoyen de regard sur la dépense publique. C'est très important. Et en même temps, à cela, j'ajouterai un autre créneau qui est important, c'est le créneau du financement bancaire. Le financement bancaire en Afrique est un financement qui est très rudimentaire jusqu'à présent, du point de vue de ses techniques, du point de vue de ses modalités. Et il y a aussi des espaces extrêmement importants dans le financement participatif, dans le financement à risque, dans le financement climatique, des produits climatiques. Et en plus de cela, la mobilisation d'un certain nombre de ressources extérieures qui ne sont pas nécessairement basées sur l'aide et l'assistance, qui sont basées sur l'investissement direct étranger ou qui sont basées sur l'appui à des crédits concessionnels par des organismes internationaux ou par des organismes, disons, dans la mouvante de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Merci El Harbi Jaïdi, économiste et senior fellow Policy Center for the New South, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.